Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce vendredi du Rotary. Pour ce soir, nous allons faire un petit rappel pour les nouveaux, car nous en avons quelques-uns. Si ça avait bien avancé, évidemment. Alors, donc les vendredis du Rotary, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'initiative entre la commission communication et la formation. On veut vous accompagner tout au long de l'année sur différents partage d'expériences, trucs et astuces, des formations en fait très courtes qui incluent une partie de questions-réponses. Et cette année, pour la saison 2, nous avons 2 thèmes, l'environnement et les effectifs. On essaye de garder une certaine cadence, à peu près toutes les 2 semaines, en alternance au plus possible, et maximum 30 minutes en ce qui concerne un épisode. Vous pouvez consulter en ligne l'agenda sur le site du district. Les prochains VDR sont déjà inscrits. Nous enregistrons la session de manière à ce que pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct, puissent le revoir à tout moment dans cette chaîne YouTube. Cette chaîne étant publique, la recommandation est évidente. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces vidéos, n'oubliez pas de couper votre vidéo. Donc ce soir, nous sommes sur l'épisode numéro 8. Cet épisode numéro 8 est en fait le 3e volet du développement durable. Nous allons avoir donc Étienne, qui est membre de la commission de l'environnement du district, qui va nous partager donc ce sujet. Pour rappel, donc le développement durable, on doit en fait intégrer 3 dimensions, l'écologie, l'économie et le social. Pour justement tenter de définir ce développement durable, on s'interroge en fait au niveau des intersections. Et donc ce soir, c'est un monde équitable. Et donc c'est prendre en compte l'économique et le social qui nous emmènerait vers un monde équitable. Avant de passer à la session, je voudrais vous rappeler les prochains VDR. Nous rebasculons le 25 février sur un thème effectif avec une présentation sur LinkedIn. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment de venir vous renseigner. Et en particulier, une démo sur la manière de s'en servir pour faire des recherches et prendre des contacts. Le 4 mars, donc là, on n'aura pas 15 jours, mais la semaine suivante, on revient sur le thème environnement et nous aurons donc un intervenant de qualité, puisque nous aurons Éric Trigolet qui viendra nous parler d'ESRAG, Environment Sustainable Rotarian Action Group. Voilà. Donc, je vais maintenant passer sur la section de ce VDR de ce soir, donc un Rotary pour un monde équitable. Bonjour Étienne, merci d'être venu pour le vendredi du Rotary pour ta 3e séance sur l'environnement, développement durable. Il y a 4 semaines, on a réfléchi au rapport entre l'écologie et l'économie. Donc, ça nous a amené à parler d'un développement viable. Il y a 15 jours, on s'est intéressé au rapport entre l'écologie et le social. Et donc, on a parlé ainsi d'un développement vivable. Et aujourd'hui, on va s'intéresser entre le social et l'économique. Et donc, on parlera d'un développement équitable. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, pour moi, un monde équitable, c'est un monde qui lutte contre les inégalités, d'une manière assez générale. Alors, pour essayer d'y voir clair, je pense qu'il faut déjà essayer de s'intéresser aux inégalités au sein d'un pays, alors, y compris les inégalités hommes-femmes, et ensuite les inégalités entre les pays. Et entre autres parce que les États sont par nature égoïstes, et c'est quand même un gros problème. Et alors, concernant les inégalités à l'intérieur d'un pays, il y a un livre écrit par un sociologue anglais il y a quelques années, dont le titre est « Le cerveau, la main, le cœur ». Je pense que c'est des mots qui parlent bien aux Rotariens et qui expriment que chaque être humain a besoin de s'exprimer dans ces 3 dimensions. Et socialement, on a intérêt à valoriser ces 3 dimensions. Et en fait, on constate que dans nos sociétés occidentales, eh bien, les qualités cognitives sont souvent bien trop valorisées aux dépens des personnes qui ont des compétences particulières au niveau manuel ou dans l'accompagnement des personnes, que ce soit pour les soigner, pour enseigner ou tout autre. Mais tu nous as dit, il y a aussi d'autres choses.
Oui, quand on a travaillé, enfin quand on a réfléchi sur un monde viable, j'ai parlé des mutations, hein, des mutations dans les entreprises qui vont générer des destructions d'entreprises et des destructions d'emplois. Il est fondamental à ce niveau-là de vraiment prendre soin des gens en situation de mutation, parce que d'abord c'est une question éthique, et en plus c'est une question de bon fonctionnement de la société. Hein. Les gens qui sont en mutation professionnelle, c'est un petit peu comme l'huile dans les rouages d'un moteur. Hein. Vous supprimez l'huile, le moteur se bloque. Hein. Si les gens qui sont en mutation professionnelle prennent peur, ne sont pas en confiance, eh bien les évolutions, les mutations ne se feront plus. On bloquera notre société. Un autre aspect qui est fondamental, c'est que naturellement, les inégalités sur le long terme de patrimoine ont tendance à s'accentuer. Hein, les gens très fortunés gagnent beaucoup d'argent, et tellement d'argent que même en voulant avoir un train de vie important, une partie très importante de l'argent gagné n'est pas dépensée. Ce qui fait que mécaniquement, les fortunés deviennent encore plus fortunés. Hein. Et on constate que sur le long terme, il n'y a que les guerres jusqu'à présent qui ont su ramener un peu plus d'égalité entre les patrimoines. Il faut qu'on invente une autre manière de réguler ça, et a priori, ça passerait par la fiscalité, et entre autres, au moment de l'héritage. Mais pour les tranches très très hautes de détention de capital. Que tu penses par rapport aux des taxes pour l'importation? Parce que c'est vrai, récemment, j'ai vu une émission où il y a quand même des pays où les Européens investissent dans les usines pour fabriquer low cost. Hein, on a 3 grands marchés, hein, les USA, la Chine et l'Europe. Et l'Europe est le marché le plus ouvert. Et donc, il intéresse tout le monde. Hein. Si en périphérie de l'Europe, on met des taxes où on exige une certaine application de certaines règles pour faire rentrer des produits, on a un moyen de pression très élevé sur nos fournisseurs. Et en particulier, eh bien, on peut éviter le dumping social, hein, et que les gens qui produisent en Chine travaillent, ou au Bangladesh ou ailleurs, travaillent dans des conditions, je dirais, d'exercice de leur métier et de rémunération à peu près satisfaisantes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de situations. Hein. Il serait aussi, outre l'équité, l'avantage de rééquilibrer les chances des entreprises européennes d'être compétitives par rapport à ces gens-là. Qu'est-ce que tu attends de la lutte contre l'égoïsme des États? Il faut d'abord avoir en tête que les États ont été organisés pour être égoïstes. Hein. La responsabilité des gens élus à la tête de différents États est d'abord de défendre les intérêts des gens qui les ont élus. Hein. C'est une certaine logique à ça. En même temps, on se rend compte que cette logique est perverse, puisqu'on est sur une planète finie, hein, et qu'on est en train de détruire des communs comme l'atmosphère qui a trop de CO2, comme la pollution, etc. Hein. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et un des moyens, par exemple, concernerait les technologies alternatives. Hein. Un État qui développe une technologie favorable à je dirais, une production sans pollution, eh bien, il faudrait faire que cet État ou cette entreprise soit encouragée à les pratiquer. Et l'Europe pourrait, je dirais, faire accepter ces barrières douanières en périphérie si systématiquement elle proposait ces technologies en question aux entreprises qui veulent nous vendre leurs produits. Voilà, donc quand tu parles de technologies alternatives, c'est vrai, bon, la France est quand même connue pour un pays qui a beaucoup de chercheurs qui cherchent des technologies alternatives. Donc ça veut dire ces technologies devront transférer dans le monde entier. Oui, pourquoi pas, hein, je dirais, la politique continuera à avoir ses droits. Hein. On ne fonctionnera pas forcément de la même manière avec des gens avec lesquels on a des relations en pleine confiance et des gens qui, par moments, se montrent hostiles. Hein.
On n'est pas au pays des bisounours. Oui, mais c'est vrai quand je pense actuellement à des vaccins qui viennent de différents pays, les transferts de technologies, les inventions, c'est quand même quelque chose de compliqué. Quand on voit certaines sociétés comme Pfizer qui se remplissent bien les poches, il y a du travail à faire. Tout à fait. Hein. C'est certain que pour ce qui concerne la lutte contre les pandémies, on a fait des progrès au niveau Covid pour trouver rapidement des vaccins. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur pour partager ces trouvailles, hein, et ces découvertes. Et les entreprises qui se sont enrichies très fortement en vendant leurs vaccins aux pays qui avaient les moyens de les payer devraient beaucoup plus largement les vendre aux pays qui n'ont pas les moyens de les payer. Mais c'est la politique vaccinale, mais c'est toute la politique de santé qui doit être mondiale et avec des moyens répartis beaucoup plus équitablement. Voilà, bon, ça c'est au niveau de la santé. Après, il y avait quand même pas mal de questions quand la France a ouvert les frontières pour laisser rentrer quelques immigrés qui sont pas venus parce que c'était malade, parce que c'était des raisons politiques. Ils sont venus pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, hein, pour des raisons de destruction de leur environnement. Hein. Le problème, la migration est un problème complexe. Hein. Il y a nécessité de migration à la fois pour les gens qui partent et pour les populations qui arrivent, parce que l'Europe, au niveau démographique, est en train de régresser. Hein. Il y a nécessité aussi de réfléchir à voir comment discuter avec les pays de départ pour freiner ces migrations, non pas de manière réglementaire uniquement ou par la contrainte, mais par le développement économique. Hein. À chaque fois qu'on crée des emplois dans les pays de départ, tout le monde est gagnant. Hein. Si j'ai un emploi dans mon pays qui me permette de nourrir correctement ma famille, eh bien, j'ai pas envie d'émigrer. Donc, on a un très très gros travail à ce niveau-là, et il faut qu'on s'y attaque à la fois au niveau français, mais au niveau européen. Et l'Europe a une très grande carte à jouer, en particulier, je pense, vis-à-vis de l'Afrique. J'ai vu récemment en Bangladesh, avec la montée de eau suite à notre environnement, et on parle aussi des immigrés de l'environnement, parce que ces gens-là qui ont plus terre, parce qu'avec le montée d'eau, l'érosion, les maisons sont parties, et les champs pour faire récultiver le riz, mais maintenant, il sert pour faire de l'élevage de crevettes qui est beaucoup moins compétitif et beaucoup moins rentable. Donc, il y a des milliers de personnes qui vont quitter ces régions-là dans leur propre pays, hein, qui reviennent en ville. Et le problème, il n'y aura pas forcément du travail pour tout le monde. Oui, et il faut avoir en tête que les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas proportionnelles à la température, mais ça fonctionne de manière exponentielle. C'est-à-dire que l'augmentation des événements climatiques extrêmes va être beaucoup plus importante en passant, on est à plus 1 degré, et bien ça va être beaucoup plus important en passant de plus 1 à plus 2 que le chemin qu'on a parcouru entre 0 et plus 1. Donc, et si on passe à plus 3, voire plus 4 degrés, on va avoir, je dirais, un nombre beaucoup plus important d'immigrés climatiques. Donc, il faut vraiment à la fois qu'on s'organise pour les accueillir, mais d'abord et avant tout, qu'on s'organise pour ne pas générer cette augmentation de température. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit résumé sur toute la partie environnement, parce que c'est vrai, le développement durable, c'est, comme tu nous as bien montré dans ton slide, c'est plusieurs petits pavés. Alors, oui, en 2 mots, un développement viable, c'est un développement qui va participer par son économie, hein, à maîtriser
les gaz à effet de serre et la pollution pour faire cesser la perte de la biodiversité. On va s'intéresser en particulier dans le domaine énergétique à travailler sur la performance énergétique des maisons, par exemple, bien sûr à développer les énergies renouvelables, mais surtout à travailler sur la sobriété de la demande. Je vous rappelle que aujourd'hui en France, on est en moyenne à 12 tonnes de CO2 par habitant, et il faudrait aller à l'échéance de 2050 arriver à une production de 2 tonnes de CO2 simplement par habitant. Ça passe par une sobriété individuelle, une sobriété de la demande, mais surtout encore plus par une sobriété de l'offre. C'est-à-dire que les entreprises vont être amenées à vivre des mutations qui vont générer des évolutions professionnelles. Et dans ces évolutions professionnelles, il faut s'attacher absolument à l'accompagnement des salariés. Au niveau des relations entre l'écologie et le social, eh bien, il faut avoir en tête que l'être humain fait partie de la nature. Et depuis, je dirais, depuis le début de l'agriculture, on a eu tendance à oublier ça. Et on doit absolument travailler sur les solutions biosourcées, les solutions bio-inspirées. Et puis, au niveau équitable, comme on disait tout à l'heure, le cerveau, la main, le cœur, et lutter contre l'égoïsme des États. Voilà, donc on va bien à l'ensemble. Le Rotary dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire autant rotarien? Alors, moi, il me semble déjà que les 6 axes précédents étaient des axes qui travaillaient beaucoup sur la dimension équitable de notre société. Je pense qu'on doit réfléchir à la place que joue l'économie dans l'écologie, dans notre manière de consommer, puis dans notre manière de produire. Et je pense que le Rotary, avec les professionnels qui s'y trouvent, eh bien, ce sont des gens qui sont, je dirais, qui ont des éléments pour faire progresser ces choses-là. Et puis, on doit, à la fois dans notre tête et dans notre pratique, se rappeler qu'on fait partie de la nature et que tous les gestes au quotidien doivent être guidés par ça. Alors, c'est pas là le lieu pour détailler ça, mais par exemple, ce qui se fait, ce qu'on envoie tous les 2 mois sur le site avec un certain nombre de préconisations, je pense que c'est un début intéressant pour avancer dans cette direction-là. Oui, en effet, avec le district, on fait le Eco Challenge qui donne quelques exemples, comment on peut vivre un petit peu plus sainement. Mais il me semble qu'il y a d'autres choses aussi. Oui, alors il y a l'ESRAG qui est très structuré au niveau mondial et qui actuellement cherche à se développer dans l'Europe francophone, et Eric mouille sa chemise autour de ça, et avec des gens qui ont de très belles initiatives au niveau écologique. Et puis, un club de district est en train d'établir des relations avec une ONG qui s'appelle Just Digit et qui a, entre autres, comme objectif de favoriser la reforestation de certaines zones d'Afrique. Bon, merci beaucoup. Donc voilà, un petit format un petit peu différent. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, profiter d'Étienne pour poser vos questions. Des questions, des remarques, oui, j'avais quelques remarques à faire pour aller dans le sens d'Étienne. Dans les questions de Mathias, il faisait allusion à ce qu'il a vu au Bangladesh, les inondations au Bangladesh. C'est abordé dans un film que peut-être certains d'entre vous, qui s'appelle Maintenant que tu sais. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où ils interviewent un chercheur bengali sur ce qui s'est passé au Bangladesh. Et lui disait que dans ces régions, ils sont tellement habitués maintenant, déjà depuis pas mal d'années, aux perturbations climatiques, qu'ils ont une capacité à s'adapter plus forte que dans nos propres régions, et qu'il y a moins de résistance au changement, puisque ça fait des années qu'ils changent tout. Il disait que les villageois refont les digues tous les ans, refont leurs maisons tous les ans, parce que nous, on ne le voit pas, mais au Bangladesh, la mer, elle monte régulièrement, puisque eux, ils vivaient déjà à
à 50 cm au-dessus du niveau de la mer, et ben ces villages-là, maintenant, sont à moins 50. Enfin, ils ont des villages sur pilotis. Et comme ils cultivaient du riz, parce qu'ils étaient là, ils ne peuvent plus cultiver du riz, comme l'a dit Mathias ou Étienne. Maintenant, ils élèvent du poisson ou des crevettes. Et à chaque fois qu'il y a une inondation ou la mousson, ils sont obligés de recommencer à zéro, puisque tous leurs poissons sont partis, ou leurs crevettes sont parties, puisque c'est emmené par l'eau. Et maintenant, ils élèvent des poissons dans des nasses pour essayer d'en récupérer le maximum après. Mais effectivement, il y en a qui vont partir, mais quand ce genre de perturbation climatique va arriver chez nous, je ne suis pas sûr qu'on soit au top pour résister à ça. Il me semble qu'un des grands enjeux, c'est que les mutations à venir, ce soit des mutations qu'on ait décidées, parce qu'on les aura pensées à l'avance. Oui. Et si elles nous sont imposées, je ne suis pas sûr qu'on a la même capacité d'adaptation que les Bengalis. Oui, c'est un peu c'est ça que je voulais dire, en fait, oui. D'autres questions? Qui a regardé le film Don't Look Up? Ne regardez pas en l'air. Ce qu'on Netflix, c'est sur Netflix. Voilà. C'est un film qui, en parlant d'une catastrophe imminente avec un astéroïde qui va percuter la Terre, reprend les thèmes du réchauffement climatique, en fait. Reprend les habitudes du réchauffement climatique. C'est assez intéressant à regarder pour ça. Voilà, je fais de la pub. Je vous ai mis mon petit diagramme derrière moi. Netflix, alors que c'est un pollueur, comme c'est pas permis en termes de données. On est comme ça à longueur de temps. Nous, qu'est-ce que là, aujourd'hui, tous réunis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout à fait. Non, mais c'est le paradoxe de la situation. Alors, moi, il y a encore la diligence et le pigeon voyageur, mais ça va nous prendre du temps. Merci, Eric. J'ai regardé les échanges par écrit pendant la présentation. Je suis sensible à la remarque de Gérard, et moi, jusqu'à présent, je me suis exprimé sans censure ni de nos gouverneurs successifs, ni de moi-même. En même temps, j'ai besoin d'avoir des retours du type de ceux de Gérard. J'entends ce que dit Gérard, ça ne veut pas dire que je partage ce qu'il a écrit, ça ne veut pas dire que je partage sa position, mais ça m'intéresse d'avoir des réactions de ce type. Voilà. Super. Je n'ai pas envie de couper le Rotary en 2 ou en 3. Gérard, remets le son si tu veux parler. Gérard, tu as coupé ton micro, on ne t'entend pas. Oui, je disais que ma remarque, elle est dans le sens que on peut débattre sur la question là, que j'évoquais, labo et compagnie, oui. mais parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il suffit pas simplement de dire les labos n'ont qu'à partager leurs brevets pour, parce que la mise en œuvre d'une telle technologie est vraiment très très compliquée, et on peut mettre en œuvre certaines phases de production des vaccins, mais pas toutes les phases. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc ça c'est entre nous. Et l'autre partie de ma remarque, c'est je ne sais pas si c'est vraiment le lieu pour débattre de ces questions. Enfin, quand je dis le lieu, le Rotary d'une façon générale, et les vendredis du Rotary d'une façon particulière. Moi, je pense que c'est un lieu où il est possible de le faire, dans le sens où on a pu éradiquer la polio facilement et parce qu'économiquement, c'était faisable, parce que le vaccin avait été délibérément mis gratuitement à disposition. Donc, on ne paye que la fabrication, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas tout ça à payer. Et là-dessus, ça a permis d'éradiquer la polio. Donc, si on veut avancer également sur la Covid, ça peut être un bon moyen de rendre le vaccin accessible à tout le monde. La polio, on en a parlé hier justement, puisque je vois Monique.
La campagne de polio en anti-polio du Rotary, elle dure depuis combien? Dites-moi. Depuis 30 ans. 85. 35 ans. Mhm. D'accord? Hum. La campagne d'éradication du Covid, on l'a commencé il y a 1 an. Hum. Bon, voilà, quoi. Donc, Et c'est, faut on rentre, peut-être un peu laisser le temps au temps, et puis que les choses se mettent en place. Et encore une fois, en termes de production industrielle, bon, moi je ne connais pas la production des vaccins, ceci étant, mettre en bouteille des vaccins ou produire les souches actives, bah, c'est pas la même chose, hein. Mais il faudrait On peut- comparer effectivement économiquement ce qui a été dépensé pour la Covid depuis 1 an et ce qui a été dépensé en 35 ans pour la lutte contre la polio. Parce que je pense que le ratio n'est pas du tout le même. Ouais, ouais. En fait, on rentre dans le débat là, qui, pour moi, reste quand même celui du Rotary entre le partage des richesses, puisque nous, on agit beaucoup en tant que Rotariens. Beaucoup de clubs ont des actions dans des pays en voie de développement, voire, ça se dit plus, mais très pauvres ou sous-développés. Voilà. Donc, on met plein de choses en place dans ces pays-là. Et avec tout ce qui se présente à l'horizon, le Covid en fait partie, les perturbations climatiques, tout le travail qu'on peut faire, il est réduit à néant. Et le résultat, c'est que tous ces gens qui habitaient ces pays arrivent chez nous. Donc, en fait, si on occulte un petit partie du problème, l'action du Rotary s'en trouvera perturbée pour moi. Si on fait semblant de ne pas voir que c'est un problème, l'immigration, ce n'est pas uniquement un problème politique de savoir si c'est bien ou pas bien d'avoir des gens de couleur chez nous. Le problème, c'est que si on leur donnait un peu d'argent, comme l'a dit, je crois que c'est Étienne au début, hein, si un emploi créé dans ces pays-là, c'est une personne qui ne viendra pas chez nous. Donc, on ne peut pas, nous, en tant que Rotariens, se voiler la face sur ce problème, puisque justement, on met en place des actions. Par exemple, à Sablé, on l'a fait, mais on n'est pas le seul club à avoir fait ça, où l'action qu'on met en place dans le pays africain crée quelques emplois. C'est à la marge, mais ça fait 1 ou 2, voire 3 personnes qui vont avoir un emploi. Donc, on est obligé de tenir compte de tout. Alors, même si ça ne plaît pas trop, je sais que c'est un débat compliqué, très compliqué. Très compliqué, ouais. C'est sûr. Non, mais je te rejoins sur ce que tu viens d'évoquer, sur favoriser les emplois localement. D'ailleurs, il n'y a pas que pour l'Afrique, hein, c'est vrai pour tous les Non. pays. Mais je n'ai pas dit Afrique, hein. J'ai dit coloré. Oui, non, mais même c'est vrai pour tous les pays, toutes les régions, même chez nous, hein. Oui, oui. Donc, ça c'est une chose que je partage. Non, là, j'intervenais simplement sur la Oui, oui. remarque concernant la diffusion des brevets sur les vaccins. Oui, ça, Mm. comme je dit, c'est un vaste débat, ça. Oui. Et puis de toute façon, ce que tu viens de dire, c'est un des axes de toute façon, hein. Développement économique local, c'est un des 7 axes. Donc c'est déjà une partie de nos une missions. étape vers la solution, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Bien sûr, bien sûr. Alors, Étienne en a parlé rapidement. Je vous invite à aller voir, c'est très, très intéressant, le site de l'association Just Dig It, pour ceux qui sont là, hein. Comme en anglais, en attaché, Juste Dig It, quoi. Juste. Juste Dig It. Vous Digit, verrez, ça c'est. s'écrit T-I-2-G-I-T. Ouais, Non, c'est un ça. seul G. Non, il y a, dans Il y a leur, 2 G. il y a Just 2 G Dig pour eux. It. Ah, bah, il y a une faute Oh, d'orthographe. où va-t-on? Bah oui. Par contre, Voilà. moi, par rapport à ce que tu viens de dire, Eric, j'espère que le développement économique local qui est prôné par le Rotary n'a pas comme fonction unique d'éviter une immigration dans les pays européens ou occidentaux, on va dire. J'espère que ce n'est pas ça la finalité. Non, non, pas du tout, non. Mais c'est l'argument qu'on est un peu souvent obligé de mettre en avant. Non, ce n'est pas un argument, c'est une conséquence, simplement. Oui. Ça sera naturellement la conséquence de la mise en place de toutes ces actions. Donc, à la limite, c'est même pas la peine de lutter directement contre ça. C'est un débat, c'est un faux débat, quoi. Si on mettait notre énergie justement à développer localement des moyens aux gens, on n'aurait même pas le débat n'existerait même plus. Exactement. Sauf pour l'immigration politique, bon, ça c'est obligatoire, mais sinon pour le reste, il n'y en aurait plus, hein. Ok, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. On va pouvoir rester
après. C'était selon pas ce cher que encore, dit. mince.